Je m'appelle Laurent Duré, je suis producteur. Ma société de production s'appelle Bachibouzouk. Et je produis des œuvres pour la télévision et principalement pour les nouveaux médias. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire des histoires qui racontent le monde avec sourire et curiosité pour mieux le comprendre. Alors, je suis présent à Tomorrow Stories pour présenter deux projets. Un projet de rétro live tweet, une série qui s'appelle La Barricade, qui est une série de 20 épisodes de 3 minutes qui a été diffusée le 24 mai 2018, heure par heure, 50 ans plus tard, le 24 mai 68. Le 24 mai 68 étant la journée la plus violente de mai 68, celle qui a vu mourir sur les barricades Philippe Matérion, et dont la police française cachera le décès pendant 30 ans. Et le second projet qui est une BD documentaire interactive qui raconte la vie incroyable de Panama Al Brown, boxeur champion du monde des poids coq en 1922, noir, homosexuel, amant de Jean Cocteau. Et je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas spoiler le projet. L'idée de La Barricade, c'était de raconter cette journée, heure par heure, 50 ans plus tard, comme aujourd'hui l'actualité est racontée en direct sur Twitter. Donc c'était comment on va raconter cette histoire comme si elle était filmée heure par heure. Voilà. Et donc La Barricade, l'idée c'était de raconter 50 ans plus tard, heure par heure, tous les événements qui vont amener à la mort de Philippe Matérion. Ce n'est composé que d'images d'archives qui viennent de différents fonds, principalement du fonds de l'INA, sauf sur la journée du 24 mai proprement dit, parce qu'en fait l'ORTF était en grève, donc l'INA a peu d'archives personnelles, mais il y a beaucoup d'archives qui viennent de Reuters, de la télévision suisse, etc. Et sur ces archives, on a construit une narration qui est basée sur les voix croisées de deux témoins de fiction qu'on a inventés, qui est Katia, une jeune étudiante allemande qui aurait été l'amante de Philippe Matérion. Ça nous intéressait d'être sur une jeune étudiante allemande parce que ça permettait de parler de la génération née après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et que ça a forcément joué dans l'histoire de mai 68. Et Tariq, un ouvrier algérien ami de Philippe Matérion dans la cause syndicale. Et là aussi, le fait qu'il soit algérien nous intéressait parce que ça permettait de parler du conflit algérien qu'on ne peut ignorer quand on parle de mai 68. Et ces deux personnages vont finalement se croiser à cause de la mort de Philippe Matérion, et c'est le récit croisé de leurs deux journées qui fait la web série. Elle a donc été diffusée sur Twitter par un système de cross-postage à partir du compte du diffuseur principal qui était Toute l'Histoire, avec des partenariats avec Libération, Nova, le Forum des Images, le CNC et l'INA. Et l'ensemble de ces partenaires ont assuré une certaine notoriété à la web-série en direct, voilà. Et après, elle a été rediffusée de façon plus traditionnelle à la télévision. Les enjeux les plus importants en termes de scénario, c'est les enjeux sériels, c'est-à-dire le fait de terminer un épisode par un cliffhanger qui permet de rebondir sur l'épisode suivant, mais qui sont le fait de construire des personnages avec qui vous avez de l'empathie et dont vous avez envie de suivre l'histoire, mais qui sont des enjeux sériels, qui ne sont pas des enjeux liés spécifiquement à Twitter ou par contre, après, l'autre problématique, c'est la problématique de durée. C'est-à-dire que forcément, quand vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux, a priori, vous êtes sur des durées qui sont relativement courtes ou plus courtes. On s'est rendu compte d'ailleurs à l'issue de la série que Facebook n'était plus du tout le lieu de consultation de vidéos et que les résultats étaient très très mauvais sur Facebook. Par contre, que Twitter était un véritable format. Voilà. Si Instagram vidéo avait existé quand on a fait le projet, on l'aurait mis sur Instagram vidéo, mais à l'époque, c'était pas sorti. Donc
Voilà. Après, ce qui peut se poser comme question, mais que nous, on a refusé de jouer, c'est que beaucoup de choses qui sont faites pour les réseaux sociaux aujourd'hui, de vidéos, sont très clippées, sont avec des gros titres, jouent sur la typo, jouent sur... voilà. Et nous, on a refusé de rentrer dans ce jeu-là. Au contraire, on a voulu faire un objet cinématographique en disant, on prend le pari, il y a des gens qui vont regarder dans la durée, c'est 3 minutes, 4 minutes pour l'épisode le plus long. Et c'est une image très posée, on est sur du Super 16 à l'origine, donc une très très belle qualité d'image, en noir et blanc, mais une très très belle qualité d'image, avec un vrai travail sonore, une vraie narration. Donc c'est presque un projet, c'est un projet cinématographique, mais avec une diffusion sur les réseaux sociaux. C'est un succès qualificatif, cette série est un succès qualificatif puisqu'on a eu d'excellents retours de qualité, qu'on a été sélectionné dans plusieurs festivals, Tomorrow Story étant l'un des festivals, mais non compétitif, mais on est sélectionné en compétition au Festival de Genève, qui est un festival d'une certaine ampleur, et on est aussi sélectionné en compétition au festival l'ITFA à Amsterdam, qui est un très gros festival européen. Donc le fait d'être sélectionné dans ces festivals en compétition nous rassure sur le fait que le projet, en termes qualitatifs, était réussi. En termes quantitatifs, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui sur la longue traîne, mais ce que je peux vous dire sur le jour de la diffusion, c'est qu'on a fait 87 000 vidéos vues sur Twitter. Et en guise de comparaison, une journée normale sur lina.fr en termes de vidéos vues sur Twitter, c'est 30 000 vues. Donc on a largement dépassé ça. Après, je n'ai pas les chiffres sur la longue traîne, donc sur cumulé, ni sur la diffusion antenne, mais par rapport à ce genre de projet d'auteur historique, etc., je pense que c'est un bon résultat. La Barricade, c'est un projet novateur. Je ne pense pas qu'il existait de projets racontés comme ça en retro live tweet vidéo, du moins pas à ma connaissance. Donc on allait tester des choses et on était dans un questionnement en permanence. Ça raconte heure par heure de 6h du matin à 24h la journée du 24 mai et le dernier épisode est en fait le lendemain matin, le 25 mai, et le dernier épisode il est contemporain, c'est-à-dire qu'il est vu depuis 2018 alors que tous les épisodes sont vus depuis 68. Ce qui d'ailleurs permet dans le dernier épisode d'ouvrir la question de la barricade à d'autres luttes et de dire grosso modo la lutte n'est pas finie, continuons là. Nous n'avons pas écrit le scénario en se disant qu'il y aurait plus de vues à 6h du matin, à 10h du soir ou à 13h. Par contre, on a constaté après la diffusion que les premiers épisodes 6-7 heures, l'épisode 12-13 et l'épisode 22-24 heures, on s'est rendu compte en fait après la diffusion qu'on avait des carrefours d'audience plus importants que d'autres, qui étaient 6-7 heures, 12-13 heures et 22-24 heures. Ce qui n'est pas en fait tellement étonnant, puisqu'a priori les gens ne sont pas censés regarder Twitter quand ils sont au boulot, même si on avait quand même de l'audience pendant ces périodes-là. Mais l'histoire n'a pas été écrite comme ça. Et en plus, il faut penser qu'un tweet, ça se retweet. Et ça se retweet dans le temps. C'est-à-dire que forcément, l'épisode 6 à 10h était plus vu que l'épisode de 10h à 10h, puisqu'il avait été vu et retweeté, etc. Et qu'il y a un effet boule de neige. Par contre, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on avait réussi à fidéliser une audience qui est revenue régulièrement, quand ils ont compris le principe, est revenue régulièrement revoir ou alors taper le hashtag /la barricade et du coup était capable de retrouver le fil et voir l'ensemble des épisodes. Alors, quand on monte un projet comme La Barricade, on réfléchit forcément à la façon dont on va le diffuser et le distribuer. La Barricade a été coproduit avec Toute l'Histoire, une chaîne du groupe AB qui doit avoir 800 followers sur leur compte Facebook, puisqu'ils sont connus comme chaîne câblée et pas... voilà. Donc eux, ça les intéressait de travailler
sur cette expérience-là, mais il fallait trouver un relais d'audience plus important. Donc on a travaillé avec Libé, Nova et puis d'autres partenaires, le Forum des images, le CNC, le Sunnyside, mais surtout Libé et Nova. Libé et Nova, ils ont à eux deux 6 millions de followers. Donc, mais bon, peut-être un peu moins, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont communs, mais quand même, ça change un petit peu. Et du coup, en travaillant avec eux et en leur donnant les contenus et en faisant du cross-postage, le cross-postage, la différence, c'est que c'est un player qui poste et l'ensemble des relais partagent le même post et les vues se cumulent. On arrivait à des 6-7 000 vidéos vues en temps réel, ce qui était beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà. On avait préparé en amont sur les différents réseaux sociaux et avec les différents partenaires des articles, des teasers, des éléments qui donnaient rendez-vous le jour J pour créer le rendez-vous avec un graphisme très particulier qui est le graphisme des titres et du logo de chacune des épisodes, de chacun des épisodes. Donc on avait travaillé ça, sachant par ailleurs qu'après chacun des partenaires a fait, par exemple Nova a fait une émission avec le réalisateur spécifique, Libé a fait un papier, le Forum des images a fait un dossier mai 68, enfin voilà, on a essayé de travailler sur l'ensemble de ces éléments de communication en vue de favoriser la diffusion. Alors Panama Albron, c'est une BD documentaire interactive, donc là aussi c'est un format innovant. L'idée c'est de raconter la vie de ce boxeur qui était noir et homosexuel, champion du Panama, puis champion aux États-Unis, fuyant la ségrégation aux États-Unis, s'installant à Paris, devenant l'amant de Cocteau, mais rattrapé par quelques démons et qui retournera et qui mourra aux États-Unis dans la misère et l'anonymat le plus complet. Voilà, une histoire flamboyante, un destin incroyable, qui nous permet bien évidemment de parler d'homophobie et de racisme dans le sport. C'était à l'origine un projet de film documentaire traditionnel que le réalisateur n'a pas réussi que l'auteur et réalisateur de ce film n'a pas réussi à monter, Jacques Goldstein, parce que la télé est très formatée, que c'était pas assez histoire pour la case histoire, que c'était pas assez société pour la case société, que Panama n'était pas assez connu. Ah, mais si tu me faisais quelque chose sur Cocteau pour parler d'homosexualité, ça serait mieux. Bah non, c'est Panama. Bah oui, mais il n'est pas assez connu. Enfin bref. Donc du coup, on n'a pas réussi à le monter en télé. Et comme il traînait ce scénario depuis un petit moment et que moi je trouvais ça très intéressant, que par ailleurs, avec Camille Duvay-Leroy, avec qui on avait fait La grande histoire d'un petit trait, Moi j'attends, on avait envie de travailler sur une BD documentaire interactive. J'ai fait se rencontrer les éditions Sarbacane avec un dessinateur qui s'appelle Alex Sinker, qui avait fait une très belle BD qui s'appelait Apache et dont le style semblait nous convenir au projet. Jacques et Camille Duvay-Leroy, et ensemble on a pensé cette BD documentaire. On a d'abord édité la BD papier parce qu'il nous fallait les dessins papier pour pouvoir avancer, mais en même temps la BD papier a été constituée à partir du scénario de Jacques et des archives originales documentaires que Jacques avait trouvées et qui nous ont servi dans la BD interactive. La BD papier a été publiée en premier, également pour ne pas tuer le modèle économique, puisque la BD papier était vendue alors que la BD numérique est distribuée gratuitement par Arte. C'est une mission de service public. Mais la BD documentaire n'est pas le même récit, ni dans sa forme scénaristique, ni dans son fond, puisqu'il y a des archives, des vraies archives, que le cadrage est horizontal et pas vertical, enfin, etc. Donc c'est deux objets très différents qui racontent la même histoire et qui ont été possibles parce qu'ils ont été faits en même temps. La télévision, l'audience de la télévision dans le monde entier vieillit. Et non seulement elle vieillit, c'est-à-dire que l'audience d'Arte c'est 60 ans, l'audience du site web d'Arte c'est 45 ans, mais non seulement l'audience vieillit, mais elle ne se renouvelle pas. C'est-à-dire que les jeunes ne vont pas vers la télévision. Les jeunes ne vont pas vers la télévision, ça ne veut pas dire que les jeunes ne consomment pas de programmes, mais ils les consomment différemment. Ils les consomment via YouTube, ils les consomment via leur téléphone.
Et moi, je reste persuadé que si on veut reconquérir une audience et raconter des histoires, il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser la télévision, en tout cas pas pour l'instant. Et je ne pense pas que la télévision mourra. Peut-être elle changera, elle mutera, mais comme le cinéma a muté après le parlant, enfin bref. Mais il y a une vraie mutation en cours aujourd'hui. Il faut réfléchir comment on écrit. Donc, pour des nouveaux écrans qui sont le téléphone. La seconde chose, c'est que quand vous regardez, si vous prenez les transports en commun, aujourd'hui, vous verrez que tout le monde est comme ça. Or, le transport en commun est le moment le plus formidable pour raconter une histoire. Moi, j'attends que les bagnoles soient automatiques, parce que tout d'un coup, je pourrais faire une salle de cinéma, on prend la bagnole, on a une salle de cinéma, et on va raconter des histoires dans les bagnoles. Ça va être génial. Les transports, c'est le moment idéal pour raconter des histoires. Donc, raconter une histoire en mobilité, raconter une histoire qui utilise notre geste naturel maintenant grâce aux réseaux sociaux, et jouer de cet ensemble de paramètres pour aller viser une nouvelle façon de raconter des histoires. On n'est que dans la recherche, on se plante, on fait des trucs. Bon là, il se trouve qu'on ne s'est pas planté, que c'est bien. Et c'est essayer d'imaginer comment on racontera des histoires demain. C'est très pionnier, c'est quand même très amusant. Je ne suis pas du tout Madame Soleil, donc j'ai beaucoup de mal à prédire l'avenir du numérique. Je suis persuadé aujourd'hui que la créativité et la liberté de la création ne se trouvent plus dans la télévision traditionnelle, très formatée. Ça ne veut pas dire qu'on n'y fait pas des bons films, mais on est très formaté. Aujourd'hui, on s'aperçoit que une grande part de la création, une grande part de l'innovation en termes de narration se retrouve ailleurs, se retrouve sur le web parce que c'est moins formaté, avec des choses très différentes, que ce soit Felena, bande dessinée sur tablette, que ce soit Way or Die, film interactif, que ce soit On-Off, film sur la réanimation documentaire en VR, que ce soit... enfin bref, vous avez une liberté et une inventivité aujourd'hui dans la création numérique et un renouvellement total des auteurs et donc c'est hyper intéressant d'aller dans cette direction-là. Qu'est-ce que ça sera demain ? J'en sais rien. Il y a 5 ans, on faisait du Flash. Aujourd'hui, Flash est mort. Ça va trop vite.